Adoré. Et pour être à nouveau sur les terrains de sport, gardons notre calme et Goedemorgen, bonjour. Bedankt dat u terug aanwezig bent op deze persconferentie. Ook vandaag zullen we jullie een stand van zaken geven over de pandemie COVID-19 in ons land. En daarvoor geef ik onmiddellijk het woord aan Steven van Gucht. Goedemiddag iedereen, bonjour tout le monde. We beginnen zoals gewoonlijk met een presentatie van de cijfers. De voorbije week werden in totaal meer dan 4000 nieuwe gevallen vastgesteld. Dat is een toename met 12% in vergelijking met de week voordien. Er worden momenteel gemiddeld 604 nieuwe besmettingen per dag geregistreerd in de voorbije 7 dagen. De week daarvoor waren dat er 538. Gelukkig zien we sinds enkele dagen dat deze toename, want het blijft een toename, weliswaar aan het afvlakken is. De exponentiële groei lijkt gebroken. Het is belangrijk om opnieuw te herinneren dat er belangrijke regionale verschillen zijn. In de provincies Antwerpen, Limburg en Luxemburg zien we dat de curves eerder in dalende lijn zijn. Bijvoorbeeld, de grootste stijging daarentegen zien we momenteel in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Hier is het weekgemiddelde toegenomen met 57%. Dat is iets lager dan de week daarvoor, maar het blijft toch nog steeds zorgbarend. In de provincie Antwerpen, waar in totaal een derde van alle besmettingen plaatsvinden, zien we daarentegen een daling van 3%. Wat Brussel betreft, als de toename zoals die nu is aanhoudt, gaan we ervan uit dat binnen een tweetal weken Brussel het huidige niveau van de provincie Antwerpen zal bereiken. In de overige provincies zien we momenteel stijgingen tussen de 20 en de 50% op weekbasis. We zien de sterkste toename in de provincies Luik en Oost-Vlaanderen, waar elk zo'n 400 nieuwe gevallen per week worden geregistreerd. Gisteren werden ook 48 nieuwe ziekenhuisopnames geregistreerd, waarvan 11 in Antwerpen en 12 in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Dit is het hoogste aantal dagopnames sinds eind mei. Dit moet er ons eraan doen herinneren dat het virus nog steeds gevaarlijk is. Ook al is het duidelijk dat we vandaag nog niet diezelfde ernstige toestanden zien zoals in maart en april. We krijgen de laatste tijd ook regelmatig de vraag waarom we de ernst van de situatie nu vooral uitleggen aan de hand van de besmettingscijfers, terwijl we aan het begin van de crisis aangaven dat de ziekenhuisopnames de belangrijkste indicator waren. Het is zo dat we momenteel beschikken over een veel uitgebreidere testcapaciteit, waardoor we een veel groter deel van de ijsberg kunnen blootleggen. Het opvolgen van die besmettingscijfers laat ons momenteel beter toe om vroegtijdig na te gaan hoe de situatie aan het evolueren is. Daarnaast blijven we natuurlijk ook de ziekenhuiscijfers opvolgen. Dit blijft nog altijd de belangrijkste indicator om de gezondheidsimpact weer te geven. De ziekenhuiscijfers geven ons een antwoord op de vraag waar staan we vandaag, terwijl de evolutie van de besmettingscijfers eerder een antwoord biedt op de vraag waar staan we mogelijk binnen een maand. Stijgende cijfers betekenen dus niet noodzakelijk dat er zich vandaag al grote drama's afspelen. Maar het zijn wel een belangrijke wake-up call om in te grijpen en te vermijden dat er zich in de toekomst opnieuw een overbelasting van het gezondheidssysteem zou kunnen voordoen. In de voorbije week stierven ook gemiddeld 3,7 personen per dag aan COVID. We hebben vandaag ook 2 kernboodschappen voor jullie. Eén in verband met opnieuw airco en ventilatoren. We hebben namelijk vernomen dat er nogal wat onduidelijkheid bestaat over het veilig gebruik van airco en ventilatoren. En dit in het bijzonder in woonzorgcentra.
We wensen te herhalen dat airconditioning gerust mag gebruikt worden voor het afkoelen van ruimtes. En dit is in het bijzonder belangrijk op die plaatsen waar mensen verblijven die juist heel gevoelig zijn voor hitte, zoals ouderen in woonzorgcentra. Denk er wel aan dat de airco goed onderhouden wordt en dat die zodanig ingesteld wordt dat er op zijn minst een deel verse lucht in de ruimte wordt binnengeblazen. Er is dan weinig bijkomend risico op de verspreiding van COVID. Ventilatoren kunnen ook gebruikt worden, maar gebruik deze best binnen het eigen huishouden, binnen je eigen bubbel of in een instelling bij mensen die alleen in hun kamer verblijven. Bewoners in woonzorgcentra mogen zich gerust verzamelen in de koelste vertrekken, in het bijzonder wanneer er in die woonzorgcentra de voorbije weken ook geen COVID-gevallen werden vastgesteld. Ten slotte, stel airco en ventilatoren zodanig in dat er geen sterke luchtstromen ontstaan tussen verschillende personen. Een te sterke luchtstroom kan druppels immers verder doen verspreiden. De ventilator kan bijvoorbeeld op een iets lagere stand gezet worden of eerder naar een muur of een hoek gericht worden in plaats van rechtstreeks op de personen in kwestie. En tenslotte zouden we ook nog graag wat meer achtergrondinformatie willen geven over het reproductiegetal, de berekening daarvan en de betekenis daarvan. Het reproductiegetal geeft een schatting van de besmettingsgraad. Dit is afhankelijk van de biologische kenmerken van het virus, dus van het virus zelf, maar ook van ons gedrag als mens. Het basisreproductiegetal, of die zogenaamde R0-waarde, kan geschat worden in het begin van een epidemie, wanneer er nog geen maatregelen werden genomen en wanneer ook niemand immuun is voor het virus. Het zegt iets over de besmettelijkheid van het virus wanneer je alles vrij zijn gang zou laten gaan. Dit werd vroeg berekend in China bij het begin van de uitbraak en geschat op ongeveer 3,28. Dit betekent dat, wanneer je alles vrijlaat, één persoon gemiddeld 3,28 nieuwe personen gaat besmetten. Er bestaat ook nog zoiets als het effectief reproductiegetal, of de RT-waarde. Dit getal wordt ook bepaald door de maatregelen die genomen worden om het virus in te dijken en ook door een toename van het aantal immune mensen naarmate het virus gespreid heeft in de populatie. Deze RT-waarde is iets die continu evolueert in functie van de epidemie. Een epidemie groeit als de RT hoger is dan 1, want dan zal één persoon minstens meer dan 1 andere persoon besmetten. Als de RT kleiner dan 1 is, dan gaat de epidemie krimpen, want dan zal een geïnfecteerd persoon gemiddeld minder dan 1 andere persoon besmetten. En dan gaat de epidemie langzaamaan uitdoven. Het is dus de bedoeling dat we het reproductiegetal zo laag mogelijk houden of laten zakken, tot onder 1, om de epidemie te kunnen beheersen. Nu, die RT-waarden worden geschat op basis van wiskundige modellen. Er zijn momenteel 2 modellen om het reproductiegetal te berekenen. Eén model baseert zich op de ziekenhuisopnames en het andere model baseert zich op het aantal nieuwe besmettingen die gemeld worden. Beide modellen zijn complementair en hebben hun voor- en nadelen. Om de situatie op nationaal niveau te kunnen evalueren, gebruikt Cienzano de RT-waarde die berekend wordt op basis van de ziekenhuisopnames. Dat is een stabiele parameter. We kunnen die vergelijken sinds het begin van de epidemie. Het is ook zo dat het moment waarop de mensen hun diagnose krijgen niet veel verschilt van het moment waarbij ze opgenomen worden in het ziekenhuis. Het is dus een vrij snelle parameter. Alle ziekenhuizen rapporteren de opnames ook elke dag. Deze RT-waarde geeft dus een actueel en volledig beeld. Een nadeel is wel dat deze waarde, gebaseerd op ziekenhuisopnames, wel beïnvloed wordt door de leeftijdsgroepen die besmet worden. Wanneer het voornamelijk jonge mensen zijn,
zijn er verhoudingsgewijs minder ziekenhuisopnames en blijft die R-waarde relatief laag. Op deze figuur ziet u de evolutie van het effectief reproductiegetal op basis van de ziekenhuisopnames gedurende het hele verloop van de epidemie. Eind maart bedroeg dit 2. Begin mei is dit gezakt tot 0,7. Dat is ongeveer de laagste waarde die we berekend hebben. En momenteel zijn we opnieuw gestegen tot 1,27. Wat duidelijk aangeeft dat de epidemie nog steeds aan het groeien is. Nu, om de situatie op lokaal niveau te kunnen inschatten, op provinciaal niveau, berekent Cienzano nu ook een RT-waarde op basis van het aantal nieuwe besmettingen. Net zoals het model van de Universiteit van Hasselt. Dit cijfer is een waardevolle aanvulling, zeker wanneer de ziekenhuisopnames laag zijn. Want dit weerspiegelt beter de verspreiding van het virus onder de bevolking en het geeft een beeld voor alle leeftijdsgroepen. Het nadeel van deze berekening is dat we niet precies weten hoeveel besmettingen er echt zijn, aangezien maar een deel van de besmettingen wordt bevestigd in het labo en officieel wordt gerapporteerd. Bovendien is deze berekening ook afhankelijk van de teststrategie. Hoeveel mensen worden er getest? Wie wordt er getest? En dit is iets dat sterk geëvolueerd is sinds maart. Ze laat wel toe om per provincie een aparte R-waarde te berekenen. Ziekenhuisopnames laten dat niet toe, omdat het om te lage aantallen per provincie gaat. Deze RT-waarde per provincie is vandaag ook beschikbaar in de dagelijkse rapporten die op de website van Cienzano staan. In de bijgevoegde tabel ziet u dat de R-waarden momenteel in de meeste provincies boven 1 liggen. Dus dat in de meeste provincies de epidemie nog steeds aan het groeien is. Behalve in de provincie Antwerpen, Limburg en Luxemburg. Bedankt voor uw aandacht. Bonjour à tous, goedemorgen allemaal. Alors comme d'habitude, je vais commencer par les chiffres du jour. Alors la semaine dernière, on a enregistré plus de 4000 nouveaux cas. C'est donc une augmentation de 12% par rapport à la semaine précédente. Au total, 604 nouvelles infections en moyenne par jour ont été enregistrées ces derniers 7 jours. La semaine précédente, il y avait 538 personnes. Depuis plusieurs jours, cependant, on constate que cette hausse se stabilise et que la croissance exponentielle semble interrompue. Cependant, il est important de préciser que cette moyenne cache d'importantes différences régionales. Dans les provinces d'Anvers, de Limbourg et de Luxembourg, on constate que ces courbes sont en baisse. Dans la province d'Anvers, où se sont produites un tiers de toutes les infections, nous constatons une stabilisation du nombre d'infections, une très légère diminution de 3%. La plus forte augmentation, en revanche, est observée actuellement dans la région de Bruxelles-Capitale. Ici, la moyenne hebdomadaire a augmenté de 57%. Cette augmentation reste cependant légèrement inférieure à celle d'il y a une semaine, mais elle reste alarmante. On a pu calculer que si cette augmentation se poursuit, Bruxelles atteindra le niveau actuel des infections dans la province d'Anvers d'ici 2 semaines. Dans les autres provinces, on note des augmentations comprises entre 20 et 50%. Ici, ce sont principalement les provinces de Liège et de Flandre orientale qui se démarquent, chacune avec environ 400 nouveaux cas par semaine. Alors, si l'on considère les hospitalisations, hier, on avait enregistré 48 nouvelles hospitalisations, 11 à Anvers et 12 à Bruxelles-Capitale. C'est le plus grand nombre d'hospitalisations depuis fin mai. Cela doit nous rappeler que le virus reste dangereux, même s'il est clair que nous ne sommes pas dans la même situation dramatique qu'en mars et avril.
Alors, on nous demande tout à fait régulièrement pourquoi on évalue maintenant la gravité de la situation en fonction des chiffres de contamination, alors qu'au début de la crise, c'était les hospitalisations qui étaient l'indicateur principal. Cela tient au fait que pour l'instant, notre capacité de testing est fortement augmentée et ça nous permet de connaître une proportion beaucoup plus importante de personnes positives qu'au mars-avril où on ne testait que les personnes infectées dont l'état clinique nécessitait une hospitalisation. Donc nous ne testons pas la même population et nous testons beaucoup plus qu'en mars-avril. Et le suivi de ces chiffres de contamination nous permet de mieux suivre l'évolution et la propagation du virus dans la population. Mais on continue bien sûr également à surveiller le nombre d'hospitalisations, parce que pour nous, c'est le chiffre qui indique plus l'impact sur la santé. Les chiffres hospitaliers nous donnent une idée de ce qui se passe actuellement. Les chiffres de contamination nous permettent d'évaluer ce qui va se passer dans les semaines à venir. Alors, les chiffres en hausse ne signifient pas nécessairement que la situation est très sévère aujourd'hui, mais ils représentent un signal d'alarme pour intervenir et éviter que la situation ne s'aggrave et n'atteigne des proportions beaucoup plus sévères. Alors, si l'on revoit maintenant les décès, on a depuis la semaine passée à peu près 3,7 décès par jour en raison d'une infection liée au Covid-19. Alors, je vais poursuivre par deux messages. L'un plutôt sur l'utilisation de l'air conditionné et de la ventilation par ces périodes de chaleur intense, et le deuxième sur le taux de reproduction dont on vous parle régulièrement. Alors, le premier point, c'est donc la climatisation et les ventilateurs, surtout dans les maisons de repos et de soins. On a pu comprendre qu'il y avait une certaine incompréhension, peut-être qu'on a mal expliqué l'utilisation de la climatisation et des ventilateurs. Il faut savoir que la climatisation peut s'utiliser en toute sécurité dans les maisons de repos pour refroidir les pièces. Et c'est particulièrement important dans les pièces où se trouvent des personnes âgées plus sensibles à la chaleur que les autres. Il est évidemment important que la climatisation soit bien entretenue et réglée de telle manière que la proportion d'air venant de l'extérieur soit toujours apportée. Il ne faut pas qu'on fasse recirculer de l'air intérieur qui pourrait transmettre le virus. Si on entretient ça de telle sorte que ce soit de l'air extérieur, il n'y a aucun risque supplémentaire de propagation du virus. Les ventilateurs peuvent également être utilisés pour refroidir les personnes, mais il est important de ne les utiliser que dans votre propre maison, dans votre propre bulle, ou des personnes qui sont dans les collectivités, mais au moment où elles sont dans leur chambre et non pas dans les pièces communes. Les résidents des maisons de repos et de soins sont invités, bien sûr, à se rassembler dans les pièces les plus fraîches, surtout lorsqu'aucun cas de Covid n'a été diagnostiqué au cours des 2 dernières semaines. Il est très important de régler la climatisation et les ventilateurs de telle sorte qu'aucun flux d'air important ne se produise entre les diverses personnes et pourrait propager des gouttelettes potentiellement infectées. Régler le ventilateur sur un réglage plus bas et orienter-le plutôt vers le mur ou dans un coin et non pas vers les personnes directement. Le deuxième point sur lequel on voulait revenir est le taux de reproduction. C'est un taux que l'on vous donne régulièrement et qui donne une estimation du niveau d'infection, mais qui dépend du comportement de chacun et des caractéristiques du virus. En fait, il existe plusieurs taux de reproduction. Celui dont on parle souvent, c'est le taux de reproduction de base, qui est le R0, qui en fait correspond au nombre moyen de personnes qu'une personne malade va contaminer, mais dans une population susceptible dans laquelle on n'a pris encore aucune mesure de protection et qui n'est pas immunisée. C'est donc celui qu'on calcule au tout début de l'épidémie.
et qui va dépendre de 3 facteurs. La durée de la contagiosité après infection, pendant combien de temps une personne est-elle contagieuse, la probabilité d'une infection après un contact entre une personne infectée et la personne susceptible, la facilité d'infection, et le 3e facteur est la fréquence des contacts humains. Il est clair que ce R0 ou R de base sera d'autant plus important que ces 3 facteurs sont élevés. Et donc en Chine, au tout début de l'épidémie, avant la prise des mesures, il a été estimé à 3,28, c'est-à-dire qu'une personne infectée avait en moyenne la capacité d'infecter 3,28 personnes. Ceci, c'est le R0, donc le taux de reproduction au début d'une épidémie. On parle maintenant de RT ou de R effectif, qui est un taux de reproduction à un moment donné et qui évolue au cours de l'épidémie en fonction des mesures de contrôle, le confinement, la distanciation physique, les mesures d'hygiène et l'immunisation progressive de la population. Ce taux peut être régulièrement recalculé avant d'estimer l'évolution de l'épidémie en fonction des mesures qui ont été prises. Si ce nombre de reproductions reste inférieur à 1, cela veut dire que chaque personne infectée va contaminer moins d'une personne et l'épidémie va progressivement disparaître. D'un autre côté, si le R est supérieur à 1, chaque personne va infecter plus qu'une personne et l'épidémie se poursuivra d'autant plus que le R est élevé, parce que chaque personne contaminera plus de personnes. Le but évidemment des autorités est de faire baisser au maximum ce RT et de le maintenir en dessous de 1 afin de contrôler l'épidémie et puis la stopper. Alors ce taux de reproduction RT peut se calculer principalement de 2 manières qui sont complémentaires et ont chacune des avantages et des inconvénients. On peut l'évaluer en fonction du nombre d'hospitalisations ou en fonction du nombre de cas positifs détectés. Pour l'évaluation au niveau national, Sciensano a choisi de calculer en fonction du nombre d'hospitalisations. Et que c'est donc un paramètre qui est considéré comme plus fiable puisque le nombre de cas est répertorié tous les jours. C'est plus fiable a priori que le nombre de personnes détectées, puisque ce nombre de personnes détectées dépend fort du testing et du nombre de personnes que l'on a testées. Alors, le nombre d'hospitalisations dépend de certaines variables, comme par exemple la dynamique des âges, la pyramide des âges, puisque ce sont surtout les personnes âgées qui sont hospitalisées. Alors le R national vous est montré dans cette figure et vous voyez qu'en fonction des mesures qui ont été prises, ce R qui était élevé au début a fortement diminué, mais qu'il est repassé au-dessus de 1 récemment. Alors on peut également calculer ce RT en fonction du nombre de tests PCR positifs, ce qui peut être intéressant quand le taux d'admission à l'hôpital est faible, car en fonction du nombre de tests PCR, ce RT est plus dynamique et il traduit mieux la propagation du virus dans la communauté. Il est indépendant de la répartition de la population selon l'âge. C'est cette méthode de calcul qui a désormais été choisie par Sciensano pour calculer un chiffre par province, qui vous est montré dans le tableau 6 juin. C'est d'ailleurs disponible à partir d'aujourd'hui dans le bulletin journalier publié sur le site de Sciensano. Et vous voyez qu'il peut varier ici en fonction des provinces, mais il est dans toutes les provinces au-dessus de 1. Alors, quelle que soit sa méthode de calcul, ce taux de reproduction RT peut varier, parce que ce n'est pas un taux qui a été mesuré, mais c'est un taux qui a été calculé en fonction de paramètres qui tentent de reproduire le comportement humain de manière simplifiée et qui a été estimé grâce à des modèles mathématiques complexes.
Il est d'ailleurs toujours donné avec un intervalle de confiance. Vous voyez une valeur faible et une valeur plus élevée. Cela veut dire qu'il y a 95% de chances que le vrai RT, celui qui est mesuré, se trouve dans cet intervalle entre ces deux chiffres. Plus l'intervalle est grand, moins le chiffre est précis. Il faut aussi savoir que le taux de reproduction peut varier sans que la situation épidémique n'ait évolué. Par exemple, ce nombre est très sensible aux variations, même faibles, du nombre de cas. Cela peut se voir notamment lors d'un dépistage massif si on a observé un foyer de contamination. Ce taux de reproduction n'est dès lors pas un indicateur suffisant et il doit s'apprécier à côté d'autres indicateurs. C'est pour ça que nous donnons des indicateurs de nombre de cas d'hospitalisation et de décès. Un point très important est que quand le RT diminue, ça ne veut pas dire que le potentiel de contagion du virus diminue. Et donc, si l'on réduit les mesures, on peut voir ce nombre de reproductions rapidement augmenter. Actuellement, le taux de reproduction du virus pour l'ensemble de la Belgique, basé donc sur les hospitalisations, est de 1,27, mais avec un intervalle de confiance assez large. Le RT basé sur les infections, par contre, sur les tests positifs, varie entre 0,99 dans la province du Limbourg et 1,37 dans la province de Flandre occidentale. Je vous remercie pour votre attention. Ik doe het zodat ik mijn oma snel weer kan knuffelen. Dat zou toch de normaalste zaak ter wereld moeten zijn. En ik respecteer de 6 gouden regels, zodat ik snel weer met mijn vrienden kan gaan lopen in de bergen. Het is duidelijk, ons land telt 11 miljoen Belgen. Elke Belg heeft minstens 1 goede reden om de 6 gouden regels vol te houden en te respecteren. Daarom lanceert de Belgische overheid vandaag een nieuwe campagne onder de veelzeggende naam 11miljoenredenen.be. Hiermee willen we alle Belgen aanmoedigen om deze 6 gouden regels te blijven volhouden. Want het is duidelijk, en dat hebben we er juist nog gehoord, het virus is nog steeds aanwezig in onze samenleving. Vandaag trappen we dan ook een nieuwe campagne af, 11miljoenredenen.be. Hiermee willen we alle Belgen nog eens extra aanmoedigen om de 6 gouden regels te blijven volhouden. En deze 6 gouden regels, zouden ondertussen gekend moeten zijn, zijn heel simpel, heel effectief. Respecteer de hygiënische regels. Doe je activiteiten liefst buiten. Denk aan kwetsbare personen. Hou steeds afstand, de bewuste 1,5 meter. Beperk je nauwe contacten en tot slot volg de regels over bijeenkomsten. We zijn met 11 miljoen, dus er zijn 11 miljoen goede redenen om de regels vol te houden. Daarom toont deze nieuwe campagne 9 verschillende portretten van burgers met elk hun persoonlijke motivatie om de regels vol te houden. In april heeft de Belgische overheid met een campagne alle Belgen al aangemoedigd om ons gedrag aan te passen aan deze regels. We beseffen en ondervinden dagelijks dat het niet altijd evident is om deze regels altijd en overal toe te passen. En toch is en blijft het belangrijk dat we samen blijven volhouden. Voor onszelf, voor onze familie, voor onze vrienden en eigenlijk voor heel de samenleving. Een kleindochter die haar oma snel weer wil knuffelen. Een festivalganger die niet kan zonder een zomer zonder festivals. Een voetbalsupporter die nog eens echt naar een stadion wil. Een kapper die schrik heeft van al die coronakoepjes. Of een cafébaas die zijn klanten minstens even hard mist dan zijn klanten hem. Het zijn maar enkele voorbeelden die zo herkenbaar zijn voor elk van ons en die ons moeten motiveren om ons gedrag te blijven aanpassen aan deze 6 gouden regels. Om hier samen door te komen, nodigen we iedereen uit om mee na te denken over zijn persoonlijke reden, zijn persoonlijke motivatie
om de regels te blijven respecteren. Redenen die voor jou herkenbaar zijn, maar ook voor je familie, je vrienden, je collega's. De campagne nodigt iedereen dan ook uit om zijn of haar persoonlijke motivatie te delen. Surf naar de website 11miljoenredenen.be en geef jouw persoonlijke reden op. Maar vooral, hou vol en steun elkaar door jouw redenen te delen met vrienden en familie via de sociale media. Om ervoor te zorgen dat deze boodschap iedereen bereikt, zullen er vanaf vandaag ook radiospots worden uitgezonden. En ook in het straatbeeld en op televisie zal deze campagne niet onopgemerkt voorbij gaan. Deze nieuwe campagne kwam er mede op aangeven van de expertengroep De Gees en kon rekenen op wetenschappelijke inzichten en ondersteuning van een aantal gedragswetenschappers. De campagne wil een duurzame verandering in mentaliteit teweegbrengen en heeft ook aandacht voor moeilijk bereikbare doelgroepen. Zoals het ook het geval was met de vorige campagne, zal de federale overheid deze campagne aanpassen in functie van de situatie van de pandemie in ons land. Het volgen van de 6 gouden regels is een van de belangrijkste voorwaarden om de groeicurve in het aantal besmettingen te doorbreken. Dit moeten we samen doen. Op deze manier zorgen we er samen voor dat er minder mensen in het ziekenhuis belanden. Als we samen de regels blijven volgen, zullen we er samen stap voor stap weer kunnen genieten van het samen zijn met familie, vrienden en collega's. En dat is waar we allemaal enorm naar uitkijken. We nodigen iedereen uit om zijn of haar persoonlijke motivatie, zijn persoonlijke reden om deze 6 gouden regels te blijven volhouden te delen op de website www.11miljoenredenen.be en ook op deze manier ook de anderen te motiveren om de regels te blijven respecteren. Blijf vooral uw gedrag ook aanpassen aan deze 6 gouden regels, maar je mag zeker uw motivatie delen met de anderen. Dank je wel. Moi, je le fais parce qu'un deuxième été sans festival, c'est juste pas possible. Un seul été, c'est plus qu'assez. Moi, personnellement, je suis les 6 règles d'or pour notamment pouvoir retrouver les grandes tablées qui s'éternisent avec des membres de ma famille ou des amis. Notre pays compte 11 millions de Belges et chacun a au moins une bonne raison de respecter les 6 règles d'or. C'est pourquoi les autorités belges lancent aujourd'hui une nouvelle campagne intitulée 11 millions de raisons.be. Avec cette campagne, nous voulons encourager tous les Belges à continuer à suivre les 6 règles d'or et surtout à tenir bon. Le Covid-19 est toujours présent dans notre société. Aujourd'hui, avec la campagne 11 millions de raisons.be, nous voulons encourager plus encore tous les Belges à respecter les 6 règles d'or contre le coronavirus. Ces règles, elles sont simples, mais très efficaces contre la poursuite de la propagation. Respectez les règles d'hygiène, pratiquez vos activités de préférence à l'extérieur, pensez aux personnes vulnérables. La 4e, c'est garder vos distances, le mètre et demi. Limitez vos contacts rapprochés et enfin, suivez les règles concernant les rassemblements. Nous sommes 11 millions de Belges, il y a donc au moins 11 millions de raisons différentes de s'en tenir aux 6 règles d'or. C'est pourquoi dans cette campagne ont été mis en avant 9 portraits de citoyens belges d'univers très différents, mais chacun avec leur motivation propre. En avril, déjà, via la première grande campagne de sensibilisation, nous vous avions encouragé, invité à mettre en œuvre les règles d'or. On le sait tous, ce n'est pas toujours évident dans chaque situation. Nous comprenons que parfois les choses dérapent, mais nous comptons sur le bon sens de chacun. Il reste très important que nous continuions à nous serrer les coudes. C'est important que ce soit pour nous-mêmes, pour notre famille, pour nos autres proches, pour la société de manière générale. Alors une petite fille qui veut pouvoir très vite reprendre sa grand-mère dans ses bras, la fan de concert qu'on a vue dans la vidéo juste avant, qui ne supporterait pas un nouvel été sans concert, un coiffeur qui ne supporte plus de voir des gens s'être coupé les cheveux soi-même, ou un cafetier qui aimerait que ses clients reviennent, tout comme les clients du cafetier aimeraient pouvoir revenir comme avant.
Ce sont toutes des raisons valables, tous des exemples qui sont mis en avant par la campagne et qui sont parfaitement compréhensibles par tous. Parce que nous devons y parvenir ensemble, nous vous invitons, chacun d'entre vous, individuellement à réfléchir à votre ou vos raisons personnelles de continuer à respecter les 6 règles d'or. Des raisons qui vous concernent ou qui concernent peut-être un membre de votre famille, un de vos amis, certains de vos collègues. Des raisons qui peuvent vous donner ce coup de pouce supplémentaire pour continuer à respecter ces règles. Nous sommes tous invités à partager ces 11 millions de raisons dans vos contacts quotidiens, mais vous pouvez aussi vous rendre sur le site 11millionsderaisons.be et partager votre raison personnelle. Via le site, nous pouvons nous soutenir mutuellement et partager également cette raison avec nos amis, notre famille via les médias sociaux. Pour s'assurer que le message parvienne au plus grand nombre, la campagne sera également diffusée via les médias, radio, télé, presse écrite. Elle ne devrait pas passer non plus inaperçue dans nos rues. Cette campagne, elle vient d'où? Elle a été développée sur base des conseils du GES, tout dépend un petit peu comment on le surnomme, mais donc c'est le groupe d'experts multidisciplinaires qui accompagne les autorités pour la sortie de crise. Cette campagne a pu également s'appuyer sur des contributions académiques venant de spécialistes en sciences comportementales. L'objectif ici, c'est d'accompagner, d'encourager un changement durable de mentalité, en s'adressant également à des catégories de population parfois plus difficiles d'accès. On pense par exemple aux populations socio-économiquement vulnérables, et on va pouvoir les toucher par cette campagne, également par le biais, par exemple, de personnalités ou de relais locaux. Ce fut le cas également dans la campagne précédente, et comme dans la campagne précédente, on va également tenir compte de l'évolution de la situation sanitaire dans notre pays. La campagne 11millionsderaisons.be nous montre pourquoi les 6 règles d'or contre le coronavirus sont importantes pour tout le monde. Le respect des 6 règles d'or est l'une des conditions essentielles pour freiner la courbe de croissance du nombre de contaminations, mais aussi pour faire en sorte que moins de personnes ne se retrouvent ensuite hospitalisées ou ne viennent malheureusement à décéder du Covid-19. Étape par étape, pas à pas, nous pourrons retrouver le plaisir d'être ensemble, en famille, entre amis, avec nos collègues, et c'est bien ce que nous souhaitons tous. Donc maintenant, je vous invite vraiment à vous poser la question, quelle est votre raison? Pourquoi le faites-vous? Pour qui le faites-vous? Et rendez-vous sur le site 11millionsderaisons.be, donc 11 en chiffres, millions de raisons tout collé avec les S aux bons endroits, ne vous trompez pas. Et sur le site, vous pouvez partager votre raison et la partager également avec vos amis et de manière plus large avec l'ensemble de la population. Donc merci à vous parce que c'est ensemble que nous y arrivons. Et après ce point sur cette nouvelle campagne, je pense que nous avons des questions pour certains des experts. Dans quelle mesure peut-on voir un effet des mesures prises par le dernier Conseil national de sécurité sur la courbe de l'épidémie? Alors, des mesures ont été prises parce que lorsqu'on a levé les principales mesures au mois de juin, les contacts se sont refaits. On a cru que le virus avait disparu, ce qui n'est pas le cas. Le virus est toujours là. Il n'attendait qu'une chose, c'est que les contacts soient plus fréquents pour disséminer de nouveau dans la population. Il fallait effectivement prendre des mesures pour limiter cette propagation et on voit que ces mesures, en tout cas, ont diminué en moyenne la propagation du virus. Alors c'est clair, comme on l'a déjà dit, que les réponses à ces mesures sont très variables dans le pays. À Anvers, par exemple, où des mesures encore plus sévères ont été prises, on voit qu'on a pu contenir la propagation puisque le nombre de cas par jour diminue. Et on a l'impression qu'on a passé le pic de contamination. Ce n'est pas vrai dans les autres provinces, puisqu'on voit qu'à Bruxelles, Liège et Namur, on voit encore une augmentation du nombre de patients, de personnes positives, mais cette augmentation également se ralentit. Et vous savez qu'entre la prise des différentes mesures et les faits, il faut toujours attendre un certain nombre de semaines. Donc l'évolution du nombre de personnes détectées positives sera un facteur très important dans les dernières semaines pour bien confirmer. Il faut savoir que le pic
belge de contamination était le 4 août et que depuis lors, on voit cette diminution et c'est assez encourageant. In welke mate zien we in de curve al een effect van de maatregelen die door de Nationale Veiligheidsraad werden genomen? Wel, ik denk in het bijzonder als we naar de curve van Antwerpen kijken, zowel de stad Antwerpen als de provincie Antwerpen, dat we toch een duidelijk effect zien van de verstrengde maatregelen die genomen zijn eind juli. We hebben de curve eerder gepresenteerd. Je ziet duidelijk dat die mooi aan het afvlakken is. Hadden we niet ingegrepen, dan is het toch heel waarschijnlijk dat die stijging flink zou zijn blijven doorzetten. Er is wel degelijk daar een impact geweest. In andere delen van het land zien we dat de cijfers nog altijd stijgen, maar ze stijgen wel meestal minder sterk. Daar is ook wel een impact. De komende dagen gaan moeten blijken of dat die voldoende groot is. Het is de bedoeling dat de cijfers uiteindelijk weer gaan dalen. Zodanig krijgen we wat meer grip en controle over de situatie. Op dit moment, wanneer we naar België in zijn geheel kijken, zien we dat het hoogst aantal dagelijkse besmettingen werd vastgesteld op 4 augustus. Dat is ongeveer een goede week na het in voege treden van de strengere maatregelen. Dus dat lijkt toch overeen te komen met wat je verwacht. Er zit altijd een zekere vertraging op tussen het nemen van maatregelen en de impact die je kan verwachten op de cijfers. En normaal gezien zouden we de komende dagen verdere impact moeten kunnen waarnemen. Is het principe van glijdende bubbels de beste manier om de epidemie op middellange en lange termijn onder controle te houden? Met andere woorden, de bubbel verkleinen als het slecht gaat en weer vergroten als het de goede kant op gaat? Wel, ik denk dat het algemeen principe is dat ieder van ons er moet voor zorgen om het aantal mensen met wie we dicht contact hebben zoveel mogelijk te beperken. Hoe minder, hoe liever. En proberen ook altijd die dichte contacten te onderhouden met dezelfde mensen. Momenteel ligt dat op een maximum van 5 personen. Het is duidelijk dat de mate waarin die bubbels vergroot werden in het verleden, begin juli, naar 15 contacten, en elke week mochten dat 15 andere zijn, dat dit veel te ver is gegaan. En ik denk niet dat we nog naar die situatie kunnen terugkeren, want dat is gewoon een recept om opnieuw hetzelfde scenario te krijgen zoals we dat nu beleven. Ik denk wel dat het mogelijk kan zijn in de toekomst om die regels rond die bubbel een beetje te gaan versoepelen. Maar ik acht het toch onwaarschijnlijk dat we terug naar die 15 contacten gaan die elke week gaan mogen wisselen. Want dat liet eigenlijk heel veel mogelijkheden en contacten en netwerken toe. En dat speelde wel heel hard in de kaarten van het virus. Peut-on considérer que la bulle est le juste curseur à conserver à moyen ou long terme pour maintenir l'épidémie sous contrôle de manière durable? Autrement dit, diminuer la bulle quand la situation est moins bonne et l'augmenter à nouveau quand la situation est meilleure? Alors, on a vu qu'en faisant des bulles de 15 personnes par semaine, par membre de la famille, on avait une explosion du nombre de cas détectés positifs. Et donc là, clairement, c'est trop de contacts rapprochés qui favorisent la dissémination du virus. On est passé à une situation extrêmement sévère maintenant où c'est 5 personnes pour 4 semaines pour la famille entière. On a vu que ça avait de l'effet associé à d'autres mesures, mais c'est difficilement supportable très longtemps parce que ça vous limite tout à fait avec tous vos contacts sociaux, ce que personne n'a envie de faire très longtemps. Mais le but quand même est de diminuer les contacts rapprochés parce que c'est vraiment ça qui favorise la propagation du virus, mais il faudra trouver un juste milieu entre trop de contacts qui favorisent effectivement la propagation et un nombre tellement restreint de contacts que ce n'est pas vivable à long terme et que ce n'est probablement pas respecté par beaucoup de monde parce que c'est infaisable en pratique. Donc il faudra effectivement, en fonction de l'évolution de l'épidémie, placer le curseur entre ces deux valeurs.
Le masque est obligatoire à Bruxelles car le seuil de 50 cas pour 100 000 habitants est franchi. Sur quelle base scientifique repose ce seuil? En quoi représente-t-il une menace particulière et est-ce qu'un seuil que d'autres pays utilisent également? Alors, c'est un seuil qui a été choisi de manière arbitraire, qui ne repose pas sur des données scientifiques, mais qui est une indication que la situation devient sérieuse et s'aggrave. Alors, il faut se dire que le masque n'est qu'un seul des outils utilisés pour lutter contre l'infection, la propagation du virus, et c'est surtout la limitation des contacts et la détection des personnes positives et leur mise en isolement qui vont aider. Le masque est un des éléments qu'il faut prendre quand on ne peut pas respecter cette bulle, cette limite de 1,50 m qui peut effectivement diminuer la contamination. Mais effectivement, la plupart des contacts se font quand même dans les familles. Des contacts sont très étroits et dans les familles, on ne porte pas le masque. Donc, il faut faire très attention que quand on sort de la famille, on limite les contacts et qu'on diminue le risque de propagation parce que c'est surtout quand on rentre de sa famille qu'on peut contaminer un grand nombre de personnes et là, on ne porte pas de masque. Vanaf vandaag is het masker verplicht in Brussel omdat de drempel van 50 gevallen per 100.000 inwoners is overschreden. Wat is de wetenschappelijke basis voor deze drempel? Hoe vertegenwoordigt hij een bepaalde dreiging en is dit een drempel die ook andere landen hanteren? Wel, de drempels die gedefinieerd werden in België zijn in essentie arbitraire drempels. Dat zijn bepaalde keuzes die we vooraf gemaakt hebben. En dit geldt ook voor de drempels die in het buitenland gedefinieerd werden. Het belangrijke is dat de cijfers stijgen en dat wanneer je zo'n drempel bereikt of overschrijdt, dat dat een belangrijke signaalfunctie heeft. En dat dat een signaal is dat aangeeft dat het nodig is om bijkomende actie te nemen. In dit geval in Brussel werd gekozen voor het algemeen invoeren van mondmaskerplicht. Het is wel belangrijk om te onderlijnen dat de aanpak van COVID een integrale aanpak vraagt. Er zijn heel wat maatregelen die samen moeten gerespecteerd worden om echt een impact te hebben op de cijfers. Maskers zijn daar een onderdeel van, maar we mogen wel niet vergeten dat het virus vaak spreidt in een familiale context, onder vrienden, onder collega's, vaak op momenten en plaatsen waar we net geen masker dragen. Dus dat limiteren van die dichte contacten, het niet organiseren van feesten, bijeenkomsten, dat blijft nog altijd cruciaal. Dat ga je niet oplossen met maskers alleen. We denken ook dat het heel belangrijk is om heel goed in te zetten op het lokaal informeren en sensibiliseren van de bevolking, zeker in gebieden waar we zien dat er veel besmettingen optreden. En zo zijn er nog een hele reeks van andere maatregelen. Een integrale aanpak is cruciaal. Goed, dat waren alle vragen die we hebben ontvangen vandaag van de journalisten. Dan dank ik jullie voor jullie aandacht. Blijf vooral de 6 gouden regels respecteren. Pas uw gedrag aan, want het virus is nog niet verdwenen uit onze samenleving. Merci. Le prochaine conférence de presse aura lieu le vendredi à 11 h. De volgende persconferentie zal vrijdag doorgaan om 11 h. Dank je wel.